Ensuite, il faut une boisson. Et la boisson, c'est quoi? Ah, vous allez me dire, mon café au lait, mon chocolat au lait, mon tata au lait. Non, non, non. Nous sommes les seuls mammifères adultes, figurez-vous, à boire du lait. Avez-vous vu une vache boire du lait? Peut-être ici en Savoie, mais ça m'étonnerait quand même. Hein. Si vous la voyez, vous m'appelez, vous me faites une photo, hein, parce que ça m'intéresse vraiment. Bon. Donc, ça, c'est pas possible. Nous sommes aujourd'hui en train de boire des laitages alors que nous devons les consommer sous une forme solide, c'est-à-dire sous forme de fromage. C'est pas le yaya, parce que le yaya, comme disait récemment une maman, ma fille, elle les gobe. Elle le gobe. J'ai bien aimé cette expression. Ma fille, elle gobe les yaourts. Combien elle en prend? 3 par jour, 4 par jour, tellement elle s'en régale. Bien sûr, parce que c'est très bien fait pour que ça ait du goût. Vous comprenez? C'est plein de lactose. Et c'est plein de quoi? De facteurs de croissance. C'est quoi les facteurs de croissance, docteur? Ah, mais les facteurs de croissance, je vais vous expliquer. C'est très intéressant à expliquer. Figurez-vous que dans le lait de la maman, pour son bébé, eh bien, il y a des facteurs de croissance pour le cerveau du bébé. Vous êtes d'accord? Le bébé, 1 an après, il parle, il reconnaît Hollande, Sarkozy, les autres, il n'y a aucun problème. Il reconnaît papa, maman, il commence à parler, à jouer, il sait le bleu, le rouge, il joue, etc. Il est intelligent, il commence à peine à marcher. Il a 1 an. Par contre, le veau, lui, 1 an plus tard, il pèse déjà 365 kilos de plus par rapport à son poids de naissance. Il court, déjà. Il a pu être allaité par sa mère, bien qu'aujourd'hui, on ne le lui donne plus. Le lait de sa mère, il est pour nous. Parce qu'il faut savoir que dans le lait de la vache pour son petit, il y a des facteurs de croissance. Pour un animal qui va prendre 365 kilos, ces facteurs de croissance, c'est quoi? 3 facteurs de croissance. Alors que dans le lait de la maman pour son petit enfant humain, il y en a 7 pour le cerveau, 7 facteurs neurotrophiques. Et dans le lait de la vache pour son petit le veau, il n'y en a que 3. Un qu'on appelle épidermal growth factor, facteur growth croissance, facteur de croissance de l'épiderme, de la peau, de l'enveloppe. Le deuxième, il s'appelle transforming growth factor, facteur de croissance qui transforme les articulations, les muscles, les tendons de l'animal, et Dieu sait qu'il est costaud. Et le troisième, c'est insulin growth factor, c'est-à-dire facteur de croissance de l'insuline, c'est-à-dire insuline, pancréas, tube digestif. Vous voyez? Or, ces facteurs de croissance, ils ne sont pas pour moi, ils sont pour cet animal-là, qui est volumineux. Or, le problème, c'est qu'autrefois, quand ma propre maman faisait bouillir le lait, quand mon père allait chercher le lait chez le vacher, et qu'il rentrait après nous avoir amenés à l'école à la maison, on faisait bouillir le lait. Il y avait la couche épaisse. Et cette couche épaisse, c'était quoi? C'était les facteurs de croissance qui, en termes physiques, étaient floculés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus actifs. Il faut savoir que la formule chimique d'un facteur de croissance, ce sont des ponts disulfures. Vous allez imaginer que ça, c'est une molécule de soufre, et ça, c'en est une autre. Un pont, c'est ce qui relie les deux. Eh bien, dans le TGF, le Transforming Growth Factor, vous en avez 9 ponts. Et pour détruire 9 ponts disulfures, désolé, il faut faire bouillir le lait. Or, aujourd'hui, on ne le fait plus bouillir. Il passe à quoi? 98% des 24 milliards de litres de lait passent à ultra haute température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 135 à 140 degrés, 4 secondes, 3 secondes. Ça, c'est intéressant, parce que vous détruisez les germes, mais vous ne détruisez pas les facteurs de croissance, ils sont solides. J'ai donc fait au nom de Famille de France une saisine au niveau de l'Agence française de sécurité des aliments qui a changé de nom, il ne s'appelle plus AFSA, mais ANSES, et j'ai obtenu 2 ans et demi pour avoir les résultats, et pour me donner un polycopié de 98 pages que j'ai regardé d'une manière extrêmement détaillée, et où on vous dit oui, peut-être bien que les facteurs de croissance augmentent les cancers du sein et de la prostate, mais c'est si chouïa. Et quand vous regardez de près, c'est 25 à 30%, c'est pas chouïa, c'est pas vrai. C'est beaucoup. Moi, je veux pas avoir un cancer de la prostate, je veux pas que ma femme ait un cancer du sein, je veux pas que mes amis aient un cancer du pancréas, je ne veux pas avoir des maladies auto-immunes. Or, les maladies auto-immunes aujourd'hui sont liées à 2 choses, les excès de produits laitiers d'animaux trop grands, parce qu'il faut que l'industrie des produits laitiers considère que les facteurs de croissance, il faut les faire disparaître de ceux qui nous font consommer. Or, ils ne les font pas disparaître, ils s'en foutent. Et deuxièmement, c'est le problème de ceux qui créent ce qu'on appelle une porosité intestinale. Alors, porosité intestinale, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez un imperméable qui est poreux, s'il pleut, vous allez vous mouiller. D'accord? Eh bien, quand vous avez un intestin qui est poreux, il faut savoir que l'intestin, ce sont des cellules qu'on appelle des entérocytes, des cellules intestinales qui sont collées les unes aux autres. Il y en a des milliards. Et une cellule intestinale, elle vit 4 jours. Au bout de 4 jours, il y en a une autre. 4 jours, il y en a une autre. Et entre les cellules, vous avez ce qu'on appelle des jonctions serrées. Jonctions serrées.
Or, le problème d'aujourd'hui, c'est que le gluten du pain moderne actuel, vous remarquerez que quand vous prenez du pain, ben vous avez des difficultés à trouver un trou dans le pain. Il faut une aiguille pour trouver un trou. Autrefois, vous alliez à 11h30 chercher le pain chez la boulangère, et vous reveniez, vous cassiez la baguette, et vous vous amusiez à en manger parce que c'était bon, et en même temps, on mettait un doigt, l'index, le pouce dans les trous. Il était aéré parce qu'il y avait beaucoup de levain. Aujourd'hui, que dalle. Vous avez des levains chimiques, vous avez un gluten qui est extrêmement solide au niveau des protéines qu'on appelle gliadine et gluténine, et qu'est-ce que ça crée? Ça crée que les jonctions serrées entre les cellules intestinales se desserrent. Alors je fais exprès d'élargir, mais normalement ce n'est pas une aussi large. Mais à partir du moment où ça se dessert, vous avez une mauvaise molécule qui passe. Elle devrait passer ici à travers la cellule, mais là non, elle passe entre les cellules. Et où elle va? Eh bien elle va là où il ne faut pas aller. Le calcium qu'il y a dans le lait de la vache, vous en avez 4 fois trop pour nous. 4 fois trop. Le lait de la maman contient du calcium, bien sûr, suffisamment pour le bébé. 4 fois moins que le lait de la vache, ce qui est normal puisque le petit humain, il va prendre 5 kilos en une année, alors que l'autre, il en prend 3,65. Donc il est normal qu'il y ait beaucoup de calcium dans le lait de la vache. Mais on vous a mis dans la tête que si vous ne prenez pas assez de calcium, vous allez avoir de l'ostéoporose, vous finirez en poussière, ce qui est d'abord certain. Certains, on finira tous en poussière. Mais on vous fait croire que plus vous allez en consommer, et moins vous aurez d'ostéoporose. C'est faux, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Les femmes au monde qui ont le plus d'ostéoporose, c'est celles qui consomment le plus de produits laitiers. Elles sont en Suède. Elles ont la chance d'avoir, on a 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, on en a adopté 2 de plus, donc vous comprenez pourquoi à la maison on a le sens familial et pourquoi on veut défendre fortement les familles. Eh bien, nous avons une de nos filles qui est historienne, donc quand elle sait que son père et sa mère sont passionnés par la nutrition, et alors dès qu'elle trouve des choses dans l'histoire, elle me rappelle, papa, ce que tu sais, sinon je ne sais pas, raconte-moi. Alors elle me dit, ben voilà, figure-toi qu'il y a un conte hongrois ou tchécoslovaque, je ne sais pas, par là-bas. Je pensais qu'elle me parlait d'un conte de Perrault, vous voyez, d'un conte d'Andersen, d'un conte, un conte à raconter, quoi. Non. Elle me parlait du mari de la comtesse. Ah bon, et alors? Eh bien, papa, figure-toi que ce conte, il a honoré sa femme 7 fois en une seule nuit. En général, il y a une femme qui crie comment il a fait, quoi. Bon. Ça a été ma question, bien sûr. Comment il a fait? Réponse, papa, il prenait des pois chiches al dente. Pois chiches al dente. Mais ça me dit quelque chose. Mais les pois chiches, c'est sûr, qui sont pleins de phytohormones. Et les phytohormones qu'il y a dans les pois chiches, ils vont chatouiller les ovaires de madame et les testicules de monsieur. Parce que les hormones de madame ne sont pas les mêmes que celles de monsieur. Nous, c'est une seule, la testostérone. Et les femmes, c'est estrogène et progestérone. Et al dente, ça veut dire quoi? Ça veut dire cuisson à la vapeur douce. Ça veut dire une cuisson qui ne dépasse pas 5 minutes. Ça veut dire que je les ai fait tremper la veille dans l'eau et que pendant que je suis endormi, tout ça s'est bien passé, ils se sont bien hydratés. Et le lendemain, 5 minutes au cuit-vapeur. Et ensuite, je vais les mastiquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu comme des noisettes. Parce qu'en les mastiquant, je vais faire sortir véritablement les hormones. Parce que je vais avoir une stimulation hormonale qui est une stimulation phyto-hormonale extrêmement intéressante. Voyez? Ah, je suis sûr qu'à Chambéry, dans 3 jours, 8 jours, il n'y a plus un pois chiche, hein, ça c'est sûr. Alors en général, les hommes à la sortie me disent, docteur, les pois chiches, vous en prenez combien? Alors je vous dis, je vais vous dire, je n'arrive pas à vous cacher, 2 fois par semaine les pois chiches, bien sûr. Une bonne poignée, avec de l'huile d'olive et de la bonne, extra vierge, bien sûr, plutôt de chez nous, pas besoin d'aller dans les pays étrangers. Et puis ensuite, vous allez y mettre du persil, parce qu'il y a beaucoup de calcium et de vitamine C. Vous y mettrez de la menthe et vous mangez ça à genoux, formidable, voyez. Alors, voyez à travers toutes ces informations que j'ai essayé de vous faire passer, puis on va passer aux questions, combien Jean Rostand avait raison. Et Jean Rostand, il disait, il vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. Et vous comprenez pourquoi moi je préfère aller au resto qu'à l'hosto. Je vous remercie.